Je suis ici avec, je m'appelle Magda Voltolini, je suis de la société Lensify. La société Lensify propose des brevets issus de la recherche publique via une plateforme digitale. Madame Chloé Leprêtre est de la société Servier. La société Servier est régie par une fondation et travaille avec le secteur public, notamment les établissements de recherche et les universités françaises pour la collaboration publique-privée. Monsieur Marchal est VP de l'Université de Paris. L'Université de Paris est une université de recherche et de formation avec un portefeuille de brevets de 2307 brevets et est spécialisé en oncologie, la santé numérique, parmi d'autres. Monsieur Bruno Rostand représente aujourd'hui la société, PSL Université. La société, la université PSL représente 10% de la recherche française. Et finalement, je passe la parole à Madame Chloé Leprêtre pour se présenter. Merci Magda, merci pour l'introduction. D'abord, je suis très contente d'être parmi ce panel. Merci pour l'invitation. En quelques mots, juste pour rappeler que le laboratoire Servier, c'est un des plus gros laboratoires pharmaceutiques français, qui a quand même déjà aussi pas mal d'histoire, puisqu'il a été créé en 1954. Historiquement, c'est un leader dans le domaine de la cardiologie, mais aujourd'hui, Servier a très fortement orienté sa recherche dans le domaine de l'oncologie. Donc, ça fait vraiment partie des axes forts puisque 50% de notre recherche est orientée dans ce domaine. Et les autres aires thérapeutiques qui sont dans notre focus aujourd'hui, ce sont les maladies neurologiques et avec un gros intérêt envers le Parkinson et puis les maladies génétiques et également les maladies immuno-inflammatoires. Juste pour vous donner encore plus de quelques chiffres, Servier aujourd'hui, bien qu'étant très présent en France, puisqu'il y a 4500 collaborateurs et avec beaucoup de recherche en France, 5 centres de recherche, c'est 22 500 personnes au niveau mondial, on est distribué dans 150 pays. Nos médicaments, on en est fiers, soignent 1 million de personnes dans le monde tous les jours. On travaille du coup historiquement beaucoup avec les laboratoires français académiques, dont évidemment l'Université de Paris et l'Université PSL, avec qui j'aurai plaisir à discuter aujourd'hui. Juste en quelques mots, moi, ma position chez Servier, j'appartiens au département Business Development. J'ai rejoint Servier il y a 3 ans pour m'occuper de la négociation des accords de collaboration de recherche en particulier. Mais en fait, mon passé est essentiellement au niveau académique. Avant cela, j'ai travaillé pendant 6 ans pour les offices de valorisation de la recherche du CNRS et de la PHP. Et ce sont donc voilà, les collaborations publiques-privées, c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement. C'est à ce titre d'ailleurs que je co-anime le comité public-privé à la Licensing Executive Society France. On fait aussi des webinaires de ce type. Donc merci pour l'invitation. Avec plaisir. Monsieur Marchal, s'il vous plaît. De même, merci pour cette invitation. Peut-être juste un petit mot sur l'Université de Paris. L'Université de Paris, c'est dite une des universités de recherche intensive en France. Il y en a un certain nombre. Elle est pluridisciplinaire, c'est 7 800 chercheurs, 119 laboratoires, 65 000 étudiants, 3 facultés avec une faculté santé, une faculté des sciences et une faculté des sociétés et humanités et un institut qui est l'IPGP. Voilà globalement ce que représente l'université. Donc, c'est un gros mastodonte français de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, j'interviens sur cette table ronde donc, en tant que vice-président valorisation de l'Université de Paris et
pour résumer un peu la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est que la mission que m'a confiée il y a quelques années la présidente Christine Clérici de cette université, c'est vraiment d'assurer un accompagnement transformant de la relation entre les chercheurs et le monde socio-économique. En d'autres termes, faire en sorte que l'on connecte au mieux la recherche fondamentale qui est faite dans les laboratoires avec le monde socio-économique. Et pour ça, je résume toujours ça en une seule action. Finalement, c'est d'apporter et de positionner un accompagnement de compétences au plus près des chercheurs. Un accompagnement de compétences, ça signifie une organisation qui connaît bien le monde de l'entreprise et qui puisse s'adapter à ce qu'on est, nous, université. Donc, c'est des personnels qu'on a été chercher dans le monde de l'entreprise qui sont maintenant dans notre université pour accompagner nos chercheurs. Je dis toujours que c'est une réussite quand ce personnel-là prend son café le matin avec le chercheur. Ça veut dire qu'il est parfaitement intégré dans l'écosystème. C'est des processus de plus en plus professionnels et tournés vers le monde socio-économique pour partager avec une efficacité toujours améliorée la façon dont on peut accompagner ces chercheurs et la façon dont on peut finalement simplifier notre complexité académique qui, avec cette notion souvent de multi-employeurs sur les laboratoires, peut rendre nos actions assez peu lisibles et visibles. Donc voilà, c'était une chose. Et puis, il y a tout un panel d'outils qu'on met en place pour justement asseoir ce côté professionnalisant. Alors, si je vous raconte ça, c'est pour une raison assez simple, c'est que quand vous avez une invention qui va être, par exemple, protégée par un brevet et qui peut devenir un jour une innovation sur son marché, il va vraiment être important d'associer tous les acteurs pour bien accompagner cette histoire-là. On aura le temps d'en reparler après. Et finalement, quand on regarde aujourd'hui, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Magda, le portefeuille de brevets de l'Université de Paris, on a près de 2700 brevets, mais en fait, on a plutôt 550 familles de brevets. Sur ces 550 familles de brevets, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y en a 170 licenciés, donc il en reste 550 moins 170, 380 qui sont non licenciés. Et ça, c'est une charge. Ça ne rapporte à personne, c'est vraiment une charge qu'on doit gérer. Et finalement, il faut qu'on arrive à trouver un moyen de commercialiser, en tout cas de rendre plus visible pour pouvoir commercialiser, en tout cas transférer ces brevets-là. Et c'est là où je suis extrêmement intéressé de partager avec vous ce webinaire pour qu'on puisse évoquer, discuter, réfléchir et montrer comment on peut être bien plus efficace dans ce partage de ce portefeuille de brevets qui nous coûte cher, qui commence, mais dont certains sont un peu plus vieux, dont certains, on va finir par les fermer parce que finalement, on ne voit pas qu'il y a de sortie, mais dont d'autres, on pourrait réussir à les transférer. Voilà, en résumé. Merci beaucoup. Monsieur Rostand, s'il vous plaît. Merci, bonjour à toutes et à tous. Ravi de participer à cette discussion sur voilà, les partenariats publics-privés, le rôle des brevets, etc. etc. Je m'appelle Bruno Rostand, je suis directeur innovation et entrepreneuriat de Paris Sciences et Lettres. Donc, je ne vais pas faire un pitch institutionnel trop long sur PSL, mais voilà, PSL est une université plutôt récente par rapport à d'autres grandes universités françaises, qui s'est développée à partir de 2012 par la volonté d'établissements qui souhaitaient se regrouper, des établissements qui sont très largement dans le quartier latin sur la montagne Sainte-Geneviève, l'école normale supérieure, l'Institut Curie, le SPCI, l'école de chimie, l'Observatoire de Paris, quelques autres qui sont dans d'autres quartiers de Paris, dont l'Université Paris-Dauphine. Et voilà. Et donc, l'idée était de créer quelque chose qui soit une université d'un type un peu nouveau, une université, un regroupement fédéral de ces établissements, avec une idée de subsidiarité, de faire plus et mieux ensemble, plus de choses interdisciplinaires pour la formation, pour la recherche, pour l'innovation, et en même temps de créer un objet qui ait un peu plus de masse critique, plus de visibilité, qui ressemble plus à ce qu'internationalement on appelle une université. Vous savez qu'on est très heureux et fiers en France de notre système classe préparatoire grandes écoles, mais il n'est pas forcément très intelligible pour nos partenaires étrangers, pour des brillants étudiants américains, coréens ou autres. Ce n'est pas très facile à expliquer. Donc voilà, voilà un peu l'idée de départ de PSL, avec dans ce contexte une priorité très forte dès le départ sur les relations avec le monde socio-économique en général et l'impact de la recherche et d'ailleurs aussi de la formation sur des enjeux sociétaux, économiques, etc. Dans ce contexte, donc, PSL a créé un service innovation entrepreneuriat dont j'ai la responsabilité,
qui fait principalement deux choses, qui gère un programme d'entrepreneuriat pour les étudiants. On a un espace de coworking, on accueille une partie des projets de start-up des étudiants de PSL et on les accompagne, on organise des ateliers, des événements, des formations, etc., etc. Et puis un service de valorisation de la recherche qui donc travaille au service de l'ensemble des équipes de recherche du périmètre PSL, avec un modèle qui, dès le départ, était très orienté vers la création de start-up. C'était un peu notre marque de fabrique à l'époque, vers 2013-2014. Les choses ont démarré sur la base d'une vision apportée par Jacques Levinaire, qui avait joué déjà un rôle à l'ESPCI dans beaucoup de sujets liés à l'innovation et aux start-up, et puis qui une figure du monde de l'innovation en France, connue comme l'homme aux 1000 brevets et pour un certain nombre d'aventures, depuis Inventel jusqu'à plus récemment Withings, Sculpteo et d'autres. Voilà. Et donc, à l'époque, cette vision était relativement atypique dans le monde de la valorisation de la recherche en France. Aujourd'hui, on a conscience qu'on est devenu beaucoup moins originaux. La plupart des acteurs de la valorisation de la recherche se positionnent sur des politiques de création, d'accompagnement de start-up. Nous, on a poussé ce modèle assez loin. On a créé un fonds d'amorçage dédié au périmètre PSL avec nos partenaires chez une structure de capital risque qui s'appelle Elaya Partners. On est en train de déployer un programme d'accélération pour les startups du périmètre PSL, avec aussi nos collègues de Pasteur, grâce à un financement de BPI France. Pour autant, on ne veut surtout pas opposer ce modèle création de start-up avec d'autres modes de valorisation de la recherche. On pourra en discuter un petit peu. Il y a d'autres acteurs dans le périmètre PSL. Certains ont plutôt des modèles de recherche partenariale, comme par exemple l'École des Mines, de recherche translationnelle dans le monde de la santé, comme l'Institut Curie, qui a des partenariats de longue date avec pas mal d'acteurs de la pharmacie, dont Servier au passage. Voilà. Donc, on croit beaucoup aux synergies entre ces différents modèles. On pense que voilà, les industriels qui ont investi dans notre fonds d'amorçage l'ont fait pour l'excellence scientifique de PSL, mais aussi parce que c'est un écosystème où il y a beaucoup de startups. Inversement, nos startups bénéficient du tissu de relations industrielles, des chaires d'entreprises qui existent dans le périmètre pour trouver des opportunités de co-développement, des opportunités commerciales, des partenariats divers. Donc, on croit beaucoup à cet effet écosystème et à la synergie entre les différents modes de valorisation. Et puis, donc, dans le contexte de ces différents modèles possibles, on a développé, grâce notamment à un financement du Fonds national de valorisation, on a développé des activités pour l'ensemble du périmètre PSL tout au long de la chaîne de l'innovation, donc depuis les inventions, les brevets qui vont un peu être notre sujet ici, et puis on finance des preuves de concept, donc on accompagne la création de start-up, comme je le disais, on négocie des licences avec des start-up ou avec d'autres entreprises. Et voilà, et donc c'est un peu tout ça qui sera notre sujet aujourd'hui dans le contexte donc, en lien avec la création de l'NCFI. Merci beaucoup. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder des facteurs qui sont liés à la collaboration publique-privée et aussi des processus qui font partie de chaque université ou de Servier pour identifier des projets de recherche ou de technologie qui pourront être prioritaires. Il y a la première question, je vous laisse choisir. À quel besoin répondent les technologies que vous développez, s'il vous plaît? Qui souhaite commencer avec cette question? Comme tu veux. C'est plutôt une question tournée vers, peut-être vers les universités. Je peux dire deux mots pour commencer, si vous voulez. Je pense que je vais répondre un tout petit peu par une pirouette. Souvent, on ne sait pas. On a une préoccupation d'impact, mais souvent, la leçon, je pense, du développement un peu des liens entre l'innovation et la recherche scientifique, c'est que souvent, on ne réalise pas quel est vraiment le besoin au départ. On est souvent poussé par les initiatives des chercheurs. On est souvent en mode techno-push, comme on dit. Les gens,
on découvre, on invente des technologies et on cherche ensuite à quels besoins elles peuvent remplir. Je dis ça de manière caricaturale, mais il y a un peu de ça. C'est à la fois une force et une faiblesse, c'est-à-dire que ça, à la fois, il faut avoir le souci, quand on développe ces technologies, de l'adéquation à un besoin du marché. Sinon, voilà, nous tous, professionnels du tech transfert, on passe beaucoup de temps à répéter aux chercheurs que le monde est plein de belles technologies qui sont restées dans un tiroir parce qu'elles n'ont jamais trouvé leur application. En même temps, c'est ça qui, je pense, qui explique la capacité du monde de la recherche publique à proposer des choses assez disruptives. C'est-à-dire que s'il y a une fameuse plaisanterie que j'aime bien, on dit qu'un jour Henry Ford a dit si j'avais réfléchi aux besoins, si j'avais écouté les utilisateurs, j'aurais élevé des chevaux au lieu de fabriquer des voitures. Donc voilà. De même, on dit aussi que voilà, c'est pas en améliorant la bougie qu'on invente l'ampoule électrique. Donc voilà, si on veut des disruptions, il faut cette liberté, il faut ce côté bottom-up, et je pense que c'est ça que les universités avant tout peuvent apporter au monde de l'innovation, même s'il y a beaucoup d'acteurs industriels qui font de l'innovation de rupture, hein, je ne dis pas que tout vient de la recherche publique, mais voilà. Mais après, on a le souci d'accompagner les projets vers le marché et vers une adéquation aux besoins du marché. Peut-être que je peux ajouter, sous un autre angle, il y a deux types de réponses technologiques qu'on peut faire. La première, c'est ce qu'on appelle l'innovation de rupture, et puis la deuxième, c'est l'innovation incrémentielle. Je vais peut-être prendre des exemples pour un peu situer ce qu'on est, par exemple, capable de faire sur le périmètre de l'Université de Paris. Sur les innovations de rupture, si je prends la thématique de la santé, on a par exemple une start-up qui est en train de mettre au point une nouvelle molécule sur des problèmes de réponse à l'inflammation. Donc, elle a identifié une nouvelle voie d'inflammation, elle va mettre une nouvelle molécule qui va vraiment transformer, on l'espère, hein, si la molécule arrive sur le marché, la façon dont on peut guérir certaines maladies. Donc, il y a vraiment un impact sociétal. Sur l'environnement, on a une technologie où on est capable de récupérer le CO2 qui sort des usines et de le retransformer dans des composés de base de la chimie. Donc, finalement, c'est une première réponse qu'on peut donner aux problèmes d'environnement. Donc, ça, c'est vraiment des innovations disruptives. Et puis, vous avez l'innovation incrémentielle, plutôt dans le secteur de la medtech. On a une technologie dans laquelle on est capable de fortement améliorer les coûts de production des nouvelles biothérapies qui arrivent sur le marché. Donc, c'est un des éléments qui fait qu'aujourd'hui, il y aura des biothérapies demain. Ou encore, on peut parler de travaux qu'on a en commun avec, par exemple, Servier, puisqu'on a un accord cadre avec eux, dans lequel on fait de l'innovation plutôt incrémentielle, voire des fois juste de la collaboration où des chercheurs et l'industriel essayent de répondre ensemble à une question scientifique qui se pose, qui peut aboutir à une innovation, qui peut juste aboutir à répondre à la question qui permet de faire avancer la problématique scientifique. Je peux vous donner aussi un dernier exemple. On a un laboratoire commun qui est un objet qui fonctionne bien, qui est le rapprochement entre un industriel et un laboratoire académique, dans lequel, avec une société qui s'appelle Lynx Medical, on est en train de mettre au point un casque de réalité augmentée, original, techniquement assez futé, pour pouvoir aider les chirurgiens à opérer. Voilà le genre de choses qu'on peut avoir. Donc, ce n'est pas quelque chose de disruptif, mais ça va être quelque chose d'incrémentiel à ce moment-là. Merci beaucoup pour ce partage. C'est justement les points disruptifs et aussi vers la technologie durable. Je vais poser la question 2 et 3 ensemble, qui ça concerne de comment vous choisissez en fait les technologies. Peut-être on pourra commencer avec Madame Leprêtre, s'il vous plaît. Je peux lire. Oui, ok. En fait, les technologies, Servier va de l'innovation en interne, mais effectivement s'appuie aussi sur les collaborations avec les académiques ou des startups ou d'autres partenaires de type laboratoire pharmaceutique ou de biotech pour apporter de nouvelles technologies à son portefeuille. Évidemment, la première à laquelle on peut penser quand on pense à un laboratoire pharmaceutique, c'est la recherche de nouveaux produits.
pour enrichir le pipeline. Et effectivement, on est très actifs dans ce domaine. On a une vraie équipe de scouting, de licensing qui crible tout ce qui sort dans la littérature et même ce qui n'est pas encore sorti. C'est surtout là aussi qu'on voit la valeur de nos partenariats rapprochés avec les laboratoires académiques notamment. Mais je dirais qu'il n'y a pas que ça et que finalement, ça ne constitue pas le plus gros, je dirais, de nos collaborations justement avec les laboratoires académiques. En fait, on est aussi à la recherche de tout un tas d'autres types de technologies qui vont être liées à notre outil de recherche, à notre outil de production. Donc, typiquement, ça pourrait être des biomarqueurs pour aider au développement clinique d'une molécule en particulier. Ça peut être des modèles cellulaires ou des modèles in vivo d'une maladie. Donc, on va travailler, par exemple, avec un laboratoire académique à la caractérisation d'un nouveau modèle. Ça peut être aussi peut-être un capteur ou, en particulier ou une nouvelle méthode de bioproduction que vous avez mentionné, Monsieur Marchal. C'est aussi, on fait pas mal de collaborations ou de consortiums pour développer ce type de technologie. Et dans ces consortiums-là, souvent sont associés à la fois des laboratoires académiques, mais aussi les startups qui ont été créées pour développer ces technologies. Et donc, bien souvent, voilà, on essaie de monter des partenariats intelligents de ce type où il va y avoir vraiment l'aspect scientifique qui va être apporté par le laboratoire académique, l'aspect expertise industrielle par Servier, et puis la start-up ou la petite entreprise qui va être vraiment là pour recueillir ces différentes expertises et améliorer son produit en vue de sa mise sur le marché. Quand je pense aussi aux technologies qu'on recherche, ça peut être même des choses auxquelles on va penser encore moins, des études d'ordre sociologique, par exemple, pour comprendre pourquoi il y a des problèmes d'observance des traitements de la part des patients. Donc, tout ça, en fait, on le met en œuvre à la fois de manière recherche dirigée, donc par nos chercheurs qui vont avoir une idée, ils cherchent une technologie bien précise, ils vont regarder ce qui se fait et puis ils vont contacter les laboratoires qui proposent ce type d'expertise. Ou alors on essaye aussi de laisser une place assez grande à la sérendipité, je dirais, aux discussions un peu autour d'un poster, par exemple, dans une conférence sur une technologie ou une nouvelle molécule ou un nouveau mécanisme d'action particulier. Donc, on priorise en fin de compte, évidemment, en fonction du business, mais aussi, donc pas que les choses qui vont avoir des retours à court terme. On essaye aussi, et c'est un des avantages d'avoir un groupe financièrement indépendant comme Servier et non pas soumis à la bourse, on essaye d'avoir des projets comme ça à long terme, notamment les consortiums. C'est souvent des projets sur 5-6 ans, et c'est là qu'on voit la valeur ajoutée de ces recherches de technologie avec les laboratoires académiques. Peut-être que pour répondre à cette question-là, ces 3 mots, c'est bottom-up. Il faut aller chercher les technos il faut aller voir les chercheurs. Donc, c'est vraiment la deuxième chose, la proximité du chercheur. Et puis, la troisième chose, il faut avoir vraiment conscience que ce n'est pas linéaire. Comme vous l'avez dit, il y a plein de façons d'aborder d'identifier la technologie et de l'accompagner. Celui qui m'expliquera que la technologie va sortir dans ce labo-là parce qu'on a mis 2 millions d'euros sur un programme, je pense qu'il y a des choses qu'il n'a pas compris. Ça peut aider, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et j'ai une petite question, Monsieur Marchal. Comment ça marche les interactions, par exemple, avec le CNRS, l'INSERM, pour identifier les technologies? Parce que, et aussi pour Monsieur Rostand, parce que vous travaillez avec d'autres établissements partenaires de recherche. Si vous pouvez élaborer sur ces points. Alors, peut-être que je peux vous le tourner différemment. Vous avez un laboratoire dans lequel vous avez différents chercheurs qui ont différents employeurs. Et dès le moment où on est dans ce qu'on appelle une UMR, une unité mixte de recherche, on est ensemble. Et donc, quand on est ensemble, ce qu'on fait, c'est que nous, en back-office, on se met d'accord sur la façon dont on accompagne ces chercheurs. Donc, on a ce qu'on appelle aujourd'hui des mandats uniques qui sont mis en place pour simplifier la façon dont on gère les innovations en termes d'accompagnement de la propriété intellectuelle. Mais on met surtout en place des process dans lesquels on dit c'est plutôt toi qui as la compétence sur ce sujet-là, donc c'est toi qui vas l'accompagner. Donc, ça reste, en tout cas, on essaie de le rendre le plus transparent possible, autant vis-à-vis des chercheurs, pour pas que ce soit une complexité pour eux, mais aussi vis-à-vis de l'industriel, en lui donnant un point d'entrée le plus unique possible. Merci.
Et pour vous, Monsieur Rostand? Il est certain, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Damien, il y a une complexité inhérente au système français de recherche où effectivement, quand un brevet est issu d'une unité mixte, il a automatiquement entre 2 et 5 copropriétaires, etc. Donc, cette complexité, on fait de notre mieux pour la cacher à nos partenaires industriels, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'ils aient un interlocuteur, qu'on puisse avancer, que les délais de transaction soient aussi réduits que possible. On sait que voilà, pour l'innovation en général, pour les startups en particulier, mais pour les grands groupes aussi, voilà, la rapidité il y a beaucoup de concurrence dans pas mal de domaines, et donc la rapidité est un facteur important. Et puis, notre rôle à nous d'université, c'est aussi de conjuguer, disons, d'articuler cette complexité institutionnelle avec des politiques de site, c'est-à-dire que l'idée que voilà, l'université, c'est aussi un écosystème, avec l'université au sens large, avec voilà, ses équipes de recherche, mais aussi ses incubateurs, ses partenaires industriels, ses services de transfert. Et donc, il faut prendre en compte aussi, de manière un petit peu orthogonale à la logique institutionnelle, une logique d'écosystème pour voilà, coordonner ces différents acteurs, faire en sorte que l'information circule, qu'en effet, quand on veut sensibiliser, informer les équipes de recherche sur tel ou tel sujet concernant l'innovation, ben, qu'on le fasse en coordination, vous imaginez le chercheur qui reçoit le lundi un mail de son université lui proposant un atelier sur la propriété intellectuelle, et puis le lendemain un mail du CNRS, le surlendemain un mail de la SATT, voilà. Donc on essaie de coordonner ça au maximum. On pense qu'il y a il y a une grande importance dans cette logique d'écosystème qui va de pair avec ce que disait Damien tout à l'heure, une idée de proximité, l'innovation et surtout la phase initiale, l'émergence des idées innovantes. C'est vraiment une affaire de proximité. Il faut que les gens se parlent, il faut que les gens se croisent à la machine à café, il faut que les gens se voient régulièrement. Et donc ça, c'est un peu ce qui est sous-tendu par cette logique de site et d'écosystème. Et d'ailleurs, au passage, il y a une chose qui va tout à fait dans ce sens-là, une des dernières annonces du gouvernement pour la création de pôles universitaires d'innovation, qui sont justement alors on peut dire c'est encore une structure de plus, et il y avait déjà beaucoup de structures dans l'écosystème français. Pour autant, il y a là une logique de site, de coordonner les acteurs sur un site donné et de faire en sorte voilà, que l'information circule, qu'on échange de bonnes pratiques et qu'on fasse des choses mieux articulées tous ensemble. Merci. Je passe à la question suivante, ça concerne en fait les droits de la propriété intellectuelle. Notamment, ici, je vous adresse des points brevets, les contrats, les accords. Comment ça se passe, ces accords auprès des universités et des serviers, du point de vue industriel et du point de vue universitaire? Peut-être Madame Leprêtre souhaite répondre? Ça se passe, ça se passe plutôt bien en général quand on arrive. Mais les délais, alors je vais commencer, il y a plusieurs points, je dirais. On va parler des délais parce que vous en avez parlé tout à l'heure aussi, Monsieur Rostand. Mais avant ça, je dirais que l'effort qui a été fait effectivement pour le rationaliser l'interlocuteur unique pour un laboratoire multitutelle, voire même pour des laboratoires multitutelles qui se mettent en consortium, ça a été quand même très significatif, et je dirais que d'un point de vue industriel, c'est très appréciable d'avoir un seul interlocuteur en face qui a le mandat pour prendre les décisions pour les autres institutions, ou alors qui fait l'intermédiaire. Et là, on sait qu'en général, derrière, c'est un petit peu plus long. Mais ça évite d'avoir des circuits de relecture de contrats qui sont extrêmement compliqués. Et donc ça, c'est quand même un point positif que je voudrais noter ici. Ensuite, au niveau au niveau de forger, quand on forge une collaboration avec un laboratoire académique, il y a plusieurs questions qui doivent se poser dès le départ. Et notamment, en fait, tout part de la relation entre les chercheurs qui auront
vraiment élaborer leur programme de recherche ensemble. Ils savent exactement ce qu'ils veulent faire ensemble et ce qui doit sortir comme résultat attendu. Et si c'est des publications, si c'est des brevets, si c'est derrière un projet industriel. Et c'est tout ça qu'on va refléter en fait dans les accords qu'on va mettre en place. Avec pour les académiques pour lesquels on a des relations très fréquentes, comme voilà, avec l'Université de Paris, par exemple, on a mis récemment en place un accord cadre pour faciliter tout ce process et faire en sorte que finalement, on n'ait plus que la science et le budget, aussi un point important, à discuter ensemble et que tous les autres termes du contrat soient déjà négociés. Et en fait, ce type de fonctionnement, c'est extrêmement pratique pour les chercheurs. Et ça permet d'avoir une fluidité dans les relations qui est extrêmement appréciable du point de vue business. Ensuite, voilà, il y a différents modes de fonctionnement. Il y a aussi les laboratoires communs, comme on a parlé Monsieur Marchal tout à l'heure. Et là, c'est plutôt sur du long terme. Généralement, c'est quand un industriel et un laboratoire académique ont une problématique en commun qui doit être développée sur du long terme. Donc, c'est vraiment en général un sujet un petit peu charpenté avec plusieurs aspects à étudier et dans lequel voilà, ça va permettre de mettre en place souvent des thèses, des post-docs. Il y a tout un aspect aussi ressources humaines et étudiantes à considérer dans ce type de partenariat. Et donc, c'est souvent des points importants aussi de discussion dans ces accords de collaboration. Un point peut-être qu'on peut mentionner ici, c'est le fait que souvent les technologies que viennent chercher les industriels dans les laboratoires académiques sont plus des expertises que réellement des brevets. Et on en avait parlé un peu dans la préparation de cette table ronde, hein, mais malgré tout, les brevets restent, je dirais, une belle vitrine et ça permet aussi de diriger l'industriel vers le laboratoire qui est à l'origine d'un brevet. Donc, certes, je pense que les brevets coûtent s'ils ne sont pas pris en licence par des industriels, mais malgré tout, ça reste quand même aussi des éléments attractifs pour un industriel quand il vient chercher une technologie dans un laboratoire. Donc voilà, c'est un point pour dire qu'il n'y a pas forcément que la licence pour valoriser un brevet. Oui, oui, tout à fait. C'est ça, il y a aussi l'expertise. Ok. Peut-être je pose la question pour je souhaite poser la question concernant les moments du dépôt de brevet pour l'industrie. Qu'est-ce que c'est important pour vous? Avoir déjà les brevets ou l'expertise protégée par les secrets des affaires, par exemple? Est-ce que ça... Quel est l'impact pour vous? Je ne sais pas si j'ai bien posé ma question. Vous préférez déjà une technologie protégée par un brevet ou simplement une expertise qui soit avec un NDA, protégée par les secrets des affaires, ou il n'y a pas de différence? En fait, j'essaie de trouver une réponse qui ne soit pas « ça dépend ». Okay. Parce que voilà, ça dépend vraiment de la technologie. En l'occurrence, si on veut parler du core business de Servier, qui est la molécule thérapeutique, voilà, c'est assez connu, mais le plus tard sera le mieux. Il faut que ça reste secret le plus tard possible, puisque le médicament mettant très longtemps à se développer, et le brevet ayant une durée de vie limitée, il faut faire en sorte que les publications sur la molécule soient le plus tard possible, et donc le brevet le plus tard possible pour avoir une exclusivité sur le marché la plus longue possible. Donc ça, c'est pour les molécules thérapeutiques, mais après, pour les autres technologies, c'est extrêmement variable. Et comme je le disais, voilà, si le brevet est déjà déposé par le laboratoire académique, ça peut être un élément attirant pour un industriel pour aller collaborer. Donc, ça dépend. Si je peux rebondir là-dessus, je pense qu'effectivement, il y a des différences de perspective entre les industriels et la recherche publique sur les questions de brevets. Et elles sont en partie culturelles, mais elles sont en partie là aussi pour des raisons structurelles, pour les raisons que Madame le prêtre a expliquées. Un industriel aura intérêt à retarder les publications, retarder le dépôt d'un brevet jusqu'à ce que le développement de la technologie avance. Du côté universitaire, on est face aux besoins qu'ont les chercheurs de publier. Vous connaissez l'expression « publish or perish ». Et
dans une équipe de recherche, surtout s'il y a des jeunes chercheurs, on ne peut pas dire à un postdoc qui est sur un CDD de 18 mois et qui est en train de chercher son boulot suivant qu'il va attendre 2 ans pour publier. Voilà. Donc fatalement, on publie, les chercheurs veulent publier, donc on est obligé de déposer les brevets très tôt, plus tôt que certainement que ce que ferait un industriel. Et donc, ça introduit, je pense, c'est un élément un petit peu structurant pour le calendrier des discussions, parce que ces brevets qu'on dépose très tôt, ils sont très amont, les technos ne sont pas validés, du coup, on a tous tous les acteurs ont des systèmes de prématuration, maturation pour développer un peu les preuves de concept et dérisquer les choses pour les rendre plus attractives pour nos partenaires industriels. Pour autant, ça pose une question de calendrier dans les discussions qu'on peut avoir avec un industriel, qui sont, je pense, assez structurantes. Et l'autre conséquence de ça, c'est qu'on regarde rarement une question de licence indépendamment d'une question de collaboration. Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que ce que vient chercher un industriel dans un labo, c'est souvent plus une expertise, des talents éventuellement, voilà, tout un transfert de connaissances qui va bien au-delà du simple contrat de licence. Après, pour revenir à la question initiale, quels sont les types de contrats de licence, je pense que ça se fait beaucoup au cas par cas. Il y a des pratiques, on ne va peut-être pas rentrer dans des détails techniques, il y a des pratiques sur les différentes manières de structurer un contrat, les différentes contreparties. Je ne pense pas que ce soit un truc absolument crucial. Je veux dire, quand il y a un intérêt à faire le transfert, on trouve la bonne structure du contrat, on trouve les bonnes contreparties, ça se négocie. Et voilà. Et puis l'autre chose que je voulais dire, c'est que les brevets, c'est une chose, il y a toute l'expertise qu'il y a autour, et en particulier, il y a toutes les questions de savoir-faire, les questions de transfert de logiciels qui prennent une place croissante et je fais vraiment un mea culpa personnel et peut-être un peu collectif sur la communauté du tech transfert. On ne donne sans doute pas l'importance aux questions de savoir-faire, de logiciels, etc., qu'elles mériteraient. On a tendance un petit peu à se focaliser sur les brevets. Je sais que l'NCFI est axé sur les brevets aussi, donc voilà, on fait juste une petite parenthèse. Mais voilà, il y a d'autres modes de propriété intellectuelle. Les brevets prennent de la place aussi parce que maintenant, ils font partie un peu des indicateurs dans les évaluations des labos, dans les évaluations des établissements, etc. Mais les autres éléments sont très importants aussi et on pourrait sûrement faire plus et mieux dans ces domaines-là. Magda, vous avez votre… Pardon. Monsieur Bouchard. Un dernier point sur les histoires de brevets. On a aussi et je pense qu'il faut encore qu'on progresse là-dessus, on a une vision du brevet comme étant une propriété à vie de l'université. Et je pense que le brevet, il faut qu'il suive la vie de son transfert et de son marché qui arrive, et qu'on soit capable des fois non seulement de licencier, mais aussi de le passer à l'industriel. Et en particulier sur les startups, se pose la question de comment on renforce les actifs de la startup. Et une des possibilités, c'est que le brevet soit dans la startup. Alors, ça nécessite une mécanique de transfert du brevet avec un retour sur investissement qui n'est pas obligatoirement que financier. Il y a plein de façons de mesurer ce retour sur investissement. Et c'est là où on a encore, à mon avis, des évolutions à faire sur nos offices de transfert technologique. Oui, je pense qu'il y a une petite pesanteur culturelle sur les questions de cession de brevets où il y a des raisons techniques parce que les mandats qu'on a typiquement nous permettent de négocier des licences, mais ne nous permettent pas de signer les cessions de brevets sans revenir vers les autres ayants droit. Mais il y a sûrement un message à faire passer à tous nos partenaires industriels. On est tout à fait ouvert à discuter des options de cession. Ça pose des petits problèmes techniques, mais on sait que c'est important dans certains cas. On sait que c'est des choses auxquelles certains investisseurs accordent beaucoup d'importance. Ça peut être important aussi pour des acteurs industriels. Et on est tout à fait ouvert à en discuter, à trouver des solutions. Tout à fait, je suis d'accord. Il y a aussi le savoir-faire, il y a l'expertise, il y a les brevets, il y a les marques. Justement, pour l'investisseur, c'est toujours important d'avoir déposé la marque. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de communication sur les brevets. On parle justement du vaccin, mais on sait, dans le monde des spécialistes dans l'API, on sait qu'il y a aussi des savoir-faire.
l'expertise qui sont des droits protégés et qui, c'est pas aquele brevet qui compte pour assurer la vaccination. Mais je ne vais pas rentrer dans ces sujets. Mais je suis obligée à me concentrer sur le brevet. Et que pensez-vous de la plateforme Lancify en tant que pour la visibilité, pour la commercialisation, pour le transfert de technologie, de brevets issus de la recherche publique, s'il vous plaît, en tant qu'industriel et aussi en tant que partenaire de la recherche. Je ne sais pas, peut-être, Monsieur Marchal, vous voulez commencer? Donc, en quoi la marketplace Lancify peut nous accompagner? Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que je crois que c'est 380 brevets qu'on a en stock, avec des technos qui sont neuves, donc qui vont être potentiellement licenciés, avec des choses qui sont un peu plus anciennes et qui ont un peu plus de mal à trouver sur le marché, pour les raisons aussi évoquées, hein, de ce besoin souvent qu'on a besoin de protéger les innovations très tôt, voire à mon avis des fois un peu trop tôt. Voilà, mais c'est aussi une des complexités qu'on a avec la problématique de publication. Et donc de rendre ces brevets plus visibles déjà, et puis aussi plus lisibles dans le sens de ce que vous faites, si j'ai bien compris, sur la plateforme Lancify, de pouvoir les regrouper, de pouvoir, finalement, avec une capacité d'associer des brevets qui viennent de différents endroits, de pouvoir en faire des opportunités pour un industriel qui souhaiterait se protéger ou se saisir d'un des sujets. Idéalement, à terme, l'idée, c'est que l'industriel finisse par prendre une licence, voire prenne le brevet avec une cession de la part de l'université. Oui, si je peux. Oui, Monsieur Rostin, s'il vous plaît. Oui, si je peux ajouter un mot. Donc, nous, on est très intéressés et curieux d'observer et de participer au développement de ce nouvel outil. On a PSL, dans le service PSL valorisation, on a à peu près 130 familles de brevets. Et donc, comme expliquait Damien tout à l'heure, elles ne sont pas toutes licenciées. Donc, on a des brevets récents, on a des brevets souvent qui sont, quand on dépose un brevet, souvent liés à la dynamique d'un projet de start-up ou de collaboration ou autre, mais pas toujours. Il peut arriver, quelqu'un arrive avec une chose qui a l'air d'avoir du potentiel, mais on ne sait pas exactement structurer le projet tout de suite, mais on pense qu'il faut protéger la technologie. Donc voilà, et donc à la fin, dans notre portefeuille, on a des choses qui sont licenciées, on a des choses qui sont un petit peu fléchées vers des projets de start-up identifiés, et puis on a un certain nombre de brevets qui sont un tout petit peu orphelins, comme on dit dans notre jargon. Et bien sûr, dans un monde idéal, on aurait le temps et les ressources pour aller démarcher des industriels qui seraient potentiellement intéressés, discuter avec eux, expliquer la technologie, les convaincre que c'est intéressant d'y investir, etc. Bon, dans la réalité, on a tous des ressources limitées. À PSL Valorisation, il y a 2 personnes qui s'occupent de ce portefeuille de 130 familles de brevets. Donc, dans la pratique, on n'a pas beaucoup de temps d'aller prospecter comme ça. On est déjà bien occupé par les projets qui existent et qu'on essaie d'accompagner. On s'appuie bien sûr sur ce que j'expliquais tout à l'heure, le tissu de relations industrielles, les collaborations des laboratoires, etc., pour créer des nouveaux liens. Mais tout ce qui peut accroître la visibilité, tout ce qui peut augmenter la surface de contact qu'on peut avoir avec le monde socio-économique est très bienvenu. On sait aussi que c'est d'une certaine manière, je vais le dire de manière simpliste, mais c'est plus facile de parler avec des grands groupes qui ont souvent des services dédiés, des gens qui connaissent le monde académique avec qui on peut discuter. Dans le monde des PME, des ETI, on est souvent face à des gens qui pourraient potentiellement être intéressés, mais qui eux-mêmes ont très peu de temps parce qu'ils ont bien sûr ils ont la tête dans le guidon pour tous leurs projets urgents dans lesquels qui impactent le développement de leur entreprise. Et leur capacité de veille, de passer du temps à comprendre des idées nouvelles, à comprendre comment on discute avec le monde académique est assez limitée. On sait ce que je dis là, je fais volontiers le lien avec
toute l'histoire du développement des pôles de compétitivité, donc qui ont joué un rôle majeur dans le fait d'augmenter la surface de contact entre le monde académique et le monde des PME. Mais on sait que c'est difficile, on sait que c'est chronophage, il faut des ressources, etc. Et donc, nous, on voit ce nouvel outil comme une manière de remplir un peu ce besoin. L'idée de faire un marketplace digital, elle est évidemment dans l'air du temps. Hein. Donc, voilà, c'est des outils qui n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans, qui peuvent permettre effectivement d'avoir un effet de masse, d'être attractif pour des entreprises qui ne feraient pas forcément la démarche d'aller explorer le portefeuille de brevets d'une université ou d'un laboratoire, mais qui là vont avoir, en plus avec des services qui vont en principe les aider à s'orienter c'est déjà un challenge pour une PME par rapport à son problème technologique, de comprendre quelles sont les disciplines, quelles sont les communautés scientifiques qui sont pertinentes. Alors, certaines le savent très bien, mais d'autres voilà. Donc, la capacité d'orienter ces gens vers un portefeuille. Voilà. Donc, on est très intéressé de participer à cette aventure et on a commencé le travail d'identifier des brevets qu'on peut proposer et qui pourraient être, on espère, en bonne place dans cette nouvelle vitrine. Mais merci beaucoup. Avant de passer la parole à Madame Leprêtre, je vais expliquer le concept de l'ENSIPAC, en fait, et aussi l'importance pour un PME. Les l'ENSIPAC sont des groupements de plusieurs brevets selon un domaine technologique prioritaire qui est défini par le DGE, la Direction Générale des Entreprises, et aussi, au sens large, la politique européenne de croissance. Et c'est pour ça que ça aide à la lisibilité, parce que comme les brevets sont des documents complexes, les PME qui arrivent sur la plateforme Lensify, l'ambition, c'est que les dirigeants arrivent, ils vont taper le nom d'une technologie et facilement, il va avoir l'accès au l'ENSIPAC, que c'est le groupement de tous les brevets qui sont compris dans ce domaine. C'est simplement pour vous donner une explication. Et que pensez-vous de cette approche, Madame Leprêtre, de l'ENSIFY, des brevets? Vous avez connu M. Swat Topsou aussi? Oui, j'ai vu la présentation, j'avais Oui. trouvé que c'était effectivement une approche un peu différenciée des autres marketplaces qu'on peut voir depuis quelques années fleurir sur la toile. Et je pense que c'est effectivement un outil qui va être utile pour notre équipe de scouting qui cherche régulièrement des technologies et non seulement l'équipe de scouting, mais aussi peut-être notre équipe de brevets qui peut chercher potentiellement aussi dans le cadre de FTO à identifier les brevets qui vont être importants pour faciliter la liberté d'exploitation de technologies qu'on développe en interne. Et je pense que c'est vraiment intéressant, oui, de voir aussi, parce que j'avais cru comprendre qu'il y avait aussi une facilité de contractualisation, parce que c'est bien de trouver des brevets, mais finalement, la phase la plus compliquée, entre guillemets, c'est aussi la contractualisation avec les universités. C'est vraiment là que je vois la valeur ajoutée aussi de l'ENSIFY, c'est de faciliter ce process, d'éviter d'avoir, entre guillemets, du cas par cas pour chacun des brevets, puisque là, ce serait traité sous forme de pool. Et clairement, ça fera gagner du temps aux utilisateurs. Merci. Oui, j'ai le son. Et donc là, j'ai une dernière question c'est la question 7, c'est pour Xavier. Finalement, quel résultat ont ces collaborations en termes de dépôt de brevets et ou d'exploitation, ou peut-être pour tous? Ouais, c'est vrai qu'on l'a un peu évoqué quand même en filigrane tout au long des échanges de l'heure qu'on vient de passer ensemble, mais
Peut-être on peut donner ce chiffre qui avait un peu interpellé Monsieur Marshall quand on en avait parlé. C'est que j'avais vu une étude donc dans une convention américaine de tech transfert, et c'était pas des chiffres Servier, mais c'était un chiffre d'un autre très gros laboratoire académique, GSK pour pas le nommer, qui avait fait un peu le bilan des brevets déposés à l'issue des collaborations académiques. Et donc, le résultat, c'était que finalement, il y avait plus de 95% des collaborations académiques qui ne donnaient pas lieu au dépôt de brevets communs, qui ne donnaient pas lieu à des contrats d'exploitation rémunérateurs pour l'académique derrière, et que finalement, si on ne regarde que ça comme résultat d'une collaboration, c'est un peu décevant, puisque ben voilà, il n'y a que 5% qui vont donner lieu à un actif sous forme de brevet. Mais finalement, voilà, les collaborations sont aussi des générateurs de connaissances, des générateurs d'articles, des générateurs de doctorants, donc du développement de ressources. Et c'est essentiellement ça qu'on voit aussi en dehors de vraiment un actif exploitable, commercialisable, comme résultat d'une collaboration. C'était peut-être un petit peu ce que je disais, pardon, je ne sais pas si mon son, oui, c'était peut-être un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que il ne faut pas chercher à mesurer l'impact d'un brevet en termes de retour financier. Je pense que c'est une erreur. Je pense que, d'abord, si un brevet, ça veut dire qu'il y a quelque chose à protéger, donc il y a un sens à le déposer. Si licencié, ça veut dire qu'il a trouvé, en tout cas, il essaie de trouver son marché. Mais il y a plein d'autres façons aussi de mettre en valeur le savoir pour le monde socio-économique produit par les universités. Et de se réduire à juste une mesure financière, je trouve, est dangereux. Et finalement, quand vous résumez ce chiffre-là, c'est ce qui m'avait étonné dans ce chiffre-là, c'est qu'on voit bien que l'impact de la recherche fondamentale qui est réalisée dans les universités n'est pas que sous la forme d'un brevet, mais aussi sous d'autres formats, jusqu'à de l'employabilité pour les doctorants, par exemple. Ok. Monsieur Rostand, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je suis d'accord avec ces remarques. Je pense que le bon mot-clé est peut-être la notion d'impact, et il faut l'avoir vraiment dans un sens très large. Impact sociétal, impact économique, et puis impact direct et indirect. C'est-à-dire qu'en effet, l'effet des collaborations public-privé, elles ne se mesurent pas qu'au nombre de brevets, mais aussi voilà, au recrutement que peuvent faire les partenaires industriels, aux publications, etc. Il y avait une autre étude, malheureusement, je ne peux pas citer des chiffres exacts, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y avait une étude très intéressante sur les articles qui étaient cités dans des brevets. Et là, on voyait un poids assez important des collaborations publiques-privées, dans le fait que les entreprises qui déposaient des brevets citaient souvent des articles communs avec leurs collaborateurs académiques. Je n'ai malheureusement pas les chiffres en tête, mais on voyait là un impact indirect de la collaboration, qui ne menait pas forcément un brevet commun, mais qui pouvait mener parfois, quelques années plus tard, à un brevet basé sur les publications communes. Ok, c'est vrai. Ça arrive. Là, j'ai une question. On arrive donc à la fin, c'est presque 11 heures, ça passe très vite le temps. C'est pour Madame Leprêtre, ça vient de la société Erganio, qui c'est la société mère de l'Ensify, du service en fait Startup. Je vais vous envoyer via le chat. Avez-vous reçu la question, Madame Leprêtre? Alors, dans le cas d'un chercheur en voie de création de start-up ou avec l'idée de création, et dans le cas de figure où il souhaiterait se rapprocher de Servier dans le cadre de collaboration à venir, l'interlocuteur le plus approprié serait-il le responsable du scouting de Servier, un interlocuteur BD ou un confrère chercheur en interne, ou le passage par une cellule de valo de son organisme de tutelle ou la SAT à laquelle il est rattaché. Ça fait beaucoup de possibilités, c'est ça qui est bien, c'est que toutes peuvent arriver au résultat attendu. Je pense que si je ne dis pas qu'il faut absolument en avertir sa cellule de valo
M. Marchal et M. Rostand ne vont pas être contents. Donc déjà, il faut en avertir sa cellule de Valo parce qu'il y a un projet de création de start-up, c'est important. Non, en fait, on se parle. Hein, donc même dans les gros laboratoires, on se parle en interne. L'équipe de scouting parle au BD, c'est très régulièrement. Et les chercheurs, quand ils ont des envies d'élaborer des collaborations, remontent aussi les informations. Parce que voilà, tout est centralisé, il y a une gouvernance des projets de collaboration en interne où on centralise tout ça. Donc finalement, quel que soit l'interlocuteur, normalement la réponse arrivera de manière coordonnée. Ok, bon, ça c'est clair. 11 heures, ça passait super vite. Si vous voulez, donc d'abord, je veux remercier à tous, aux participants et aussi aux intervenants. La session était enregistrée et sera disponible sur les réseaux sociaux et pour vous aussi également. Si vous souhaitez-vous partager un dernier mot avec les participants pour conclure la séance ou je peux clôturer pour tous? Peut-être vous remercier pour ce temps d'échange et en tout cas ce temps d'échange avec aussi un industriel, ce que je trouve particulièrement intéressant. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci beaucoup, en effet. On était ravis d'avoir cet échange. On a touché beaucoup de sujets, dont certains où on a à peine effleuré la surface. Donc voilà, mais j'ai été ravi. Merci. Oui, merci pour l'invitation. J'ai été heureuse aussi des discussions. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et au revoir. Merci, au revoir. Merci Très bonne journée, merci. Merci, bonne journée.